Amis lidomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Eco Continent Originel, un jeu de John D. Clair illustré par Sabrina Miramont et édité par Lucky Duck Games pour 2 à 6 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 45 à 75 minutes environ. Et si la formation de la Terre avait été différente? Dans Eco, les joueurs incarnent des forces de la nature œuvrant ensemble à la création de la planète, mais en ayant chacun une vision propre de sa splendeur. Vous aurez la possibilité de créer et façonner une partie du monde à l'identique d'une autre, tout en le modelant autrement que celui que nous connaissons. Quels paysages, habitats et espèces florissantes seront les vôtres? Concernant le matériel du jeu, vous y trouverez 75 tuiles terrain en 3 types de terrain, le désert, l'eau et la prairie. Vous aurez également 25 pions forêt et 15 pions montagne, 66 cubes énergie dans leur boîte de rangement, 105 cartes. Également, vous aurez 102 pions animal dans leur boîte de rangement, 40 pions éléments et leur sac correspondant, 6 cadrans de joueurs et 6 marqueurs joueurs de 6 couleurs différentes donc, et enfin une piste de score en 2 parties à monter soi-même. Concernant la mise en place du jeu, vous allez donc d'abord assembler la piste de score que voilà. Chaque joueur va recevoir un cadran de départ qu'il placera, c'est le cas de le dire, avec le départ, le mot départ lisible dans le bon sens devant lui, ainsi qu'un jeton cube à sa couleur qu'il mettra au début de la piste de score et 7 cubes neutres que voilà. Vous allez ensuite créer un paysage de départ. Ce paysage se compose d'un désert et d'une prairie côte à côte ici et de 2 eaux de chaque côté. Vous pouvez le faire dans l'autre sens, évidemment le joueur d'en face lui le verra dans l'autre sens. Il n'y a aucun souci au niveau du sens. Sachez qu'il existe des variantes de paysage de départ pour renouveler vos parties. Le reste des tuiles terrain que voilà, les forêts, les montagnes, les autres cubes neutres, tous les pions animaux, tout cela est placé en réserve et à disposition de l'ensemble des joueurs. On va mettre également les 40 éléments dans le sac éléments. Rappelez-vous, je vous les montre, c'est ça, c'est blanc. On les met dans le sac éléments, on désigne un premier joueur, le dernier, à être allé en randonnée. On lui donne le sac éléments qui montre qu'il est bien le premier joueur. On va également devoir créer sa main de départ. Alors là, j'ai déjà les cartes de départ pour ce joueur, mais comment je les ai créées? En fait, il va y avoir des icônes de pattes en bas à gauche, comme là, des différentes cartes du jeu. Il n'y en a pas sur toutes les cartes. Vous allez donc chercher les différentes pattes d'animaux pour créer 6 paquets de 12 cartes avec les 12 cartes de chaque patte animale. Moi, par exemple, j'ai eu droit au gorille. Et vous allez en distribuer un paquet à chaque joueur. Dans ces paquets, il va y avoir des pattes plus foncées, ce qui est le cas de celle-ci. Les 3 cartes en pattes plus foncées, ce sont nos cartes de départ posées devant nous ici, que vous mettez dans le sens de lecture. Les autres, elles sont dans votre main. Ça, c'est pour démarrer le jeu. Sachez que quand vous commencerez à maîtriser le jeu, vous pourrez créer différents autres paquets de cartes préconstruits. En effet, certaines cartes ont aussi des symboles en bas à droite, comme celle-ci, et ce sont des plantes. Et à ce moment-là, vous créez 6 paquets avec uniquement ce qui se passe en bas à droite. Donc vous ignorez les pattes. Vous créez 6 paquets avec les 6 types de plantes, et encore une fois, vous donnez un paquet à chaque joueur. Enfin, encore, et pour les joueurs les plus expérimentés, vous avez la possibilité de drafter les cartes plutôt que de donner des paquets préconstruits. Pour cela, vous mélangez les cartes en 2 paquets, les dos bleus et les dos rouges. Vous donnez au niveau des dos bleus 5 cartes à dos bleu à chaque joueur, et on va drafter à gauche. Donc je vais avoir 5 cartes dans ma main, je vais en choisir une, je vais donner à mon voisin de gauche, et ça va tourner comme ça. Quand tous les joueurs auront choisi 4 cartes, la dernière sera remise dans le paquet. Vous allez faire la même chose avec les dos rouges. Vous allez donner 9 cartes à chaque joueur. On va les drafter une par une, sauf qu'on va drafter à droite. J'en choisis une, je passe à droite et ainsi de suite. Et de la même manière, quand tous les joueurs auront obtenu 8 cartes, la dernière sera remise dans le paquet. Les 2 paquets de cartes créés, donc, sont les bleus et les rouges. Et il est important d'y inclure les paquets de départ non choisis si vous jouez avec les paquets de départ préconstruits.
fruits ou les cartes non draftées par les joueurs. On mélange bien le tout, on pose sa face cachée à disposition des joueurs et on est prêt à démarrer la partie. Dans Echo, il n'y a pas de tour de jeu à proprement parler. Des éléments vont être piochés du sac de manière à compléter les cartes. Là, sur le côté, on voit des éléments sur les cartes en y posant nos cubes, des éléments correspondants. Les cartes entièrement complétées pourront réaliser leurs effets et certains effets rapporteront des points. Et si un joueur atteint au moins 80 points, là on voit un petit soleil dessiné pour vous prévenir que c'est le bon endroit, alors au prochain élément déchaîné pioché, la partie prendra fin. Un élément déchaîné, ça ressemble à ça. Voilà, je vous le montre. Au prochain élément déchaîné pioché, la partie prendra fin après les résolutions éventuelles des cartes de chacun. Voilà comment va fonctionner, entre guillemets, le tour de jeu dans Echo. Comment jouer donc à Echo? Le premier joueur qui a reçu le sac avec les éléments est appelé le messager. Il pioche au hasard un élément du sac, il le pose sur la table face visible et il l'annonce, par exemple, ici un soleil. Tous les joueurs peuvent alors placer un de leurs cubes disponibles, parmi en tout cas ceux-là qu'on a eu en début de partie, on peut en obtenir d'autres, sur une carte qu'ils ont en jeu, sur un emplacement vide correspondant à l'élément. Là, des soleils, j'en ai que sur cette carte. Si je veux, je peux me poser un cube comme ça sur un de mes soleils. En cas de pénurie de cubes, si je n'ai plus de cubes, si j'avais déjà mon jeu comme ça et que soleil arrive, je peux déplacer éventuellement. Alors ça veut dire que j'ai déjà posé tout ça sur d'autres cartes, que j'ai plus de cartes que ça. J'ai une pénurie de cubes, je peux déplacer un cube si je le désire. Il est possible, à la place de la pose du cube, de tourner son cadran de 90 degrés en sens horaire. Ça peut être à la place parce que j'ai bien le symbole mais je n'ai pas envie de le poser, ou ça peut être, si c'est un élément que je n'ai pas également sur mes cartes, et bien à ce moment-là, je décide à la place de profiter de cet élément pour tourner mon cadran de 90 degrés en sens horaire. Si l'élément pioché, je vous l'avais déjà montré tout à l'heure, est un élément déchaîné, alors il agit comme un joker, et on peut poser un cube n'importe où. Je peux choisir de le poser, pourquoi pas, sur l'herbe ici. C'est moi qui choisis puisque c'est un joker. Mais dans ce cas-là, quand un élément déchaîné sort, une fois que tous les joueurs ont résolu leur carte, il faudra vérifier si la partie se termine, c'est-à-dire là sur la piste de score, si une ou plusieurs personnes sont arrivées à au moins 80 points. Si ce n'est pas le cas, tous les éléments déjà tirés seront remis dans le sac. Le sac sera passé au joueur de gauche en sens horaire qui deviendra le nouveau premier joueur et le nouveau messager. Et on continuera de jouer comme je viens de vous l'expliquer. Une des choses que l'on peut faire à son tour, c'est donc résoudre une carte. Lors de la pose du dernier cube sur une carte, si une herbe sort ou un joker, je peux me mettre là par exemple, j'ai terminé l'ensemble des symboles d'éléments qui étaient sur la gauche de ma carte, donc ma carte est terminée. À ce moment-là, je dois annoncer Echo à haute voix. Si plusieurs joueurs annoncent Echo en même temps, les effets sont résolus en sens horaire, en commençant donc par le premier joueur, le messager. On retire les cubes de sa carte, c'est la première chose qu'on fait, donc ils deviennent disponibles au passage à ce moment-là. On résout l'effet ou les effets de la carte, dans l'ordre où ils sont indiqués sur la carte de haut en bas, puis on vérifie le nombre de feuilles ici dessinées en haut de la carte. S'il y en a toujours plusieurs, et là c'est le cas, il y en a 4, on pivote la carte de 90 degrés en sens horaire, et la carte est conservée. Si, et là il y en a 3 par exemple, là il y en a 2, là il y en a 1, si à un moment je suis dans cette position et que je termine ma carte à nouveau, j'enlève les cubes, je résous les effets, et puis après, quand il n'y a qu'une seule feuille, au lieu de la faire pivoter, elle est défaussée de manière définitive. Donc voilà, soit on la pivote vers le nombre de feuilles inférieur, c'est-à-dire en sens horaire, comme cela, puisque là c'était la première fois que je le faisais, ou soit, s'il n'y a qu'une seule feuille, la carte est défaussée. Il n'y a pas toujours des cartes qui ont 4, 3, 2 et une feuille comme ça, il peut y avoir des cartes qui ont que 2 et une feuille, d'autres cartes qui ont que une feuille, qui sont défaussées dès leur première utilisation. Si plusieurs joueurs ont résolu un effet écho avant vous, puisqu'on les résout, je vous le rappelle, dans l'ordre du tour, et que vous n'avez plus envie de résoudre le vôtre, car vous jugez qu'il est moins intéressant, ou plus intéressant du tout d'ailleurs, suite aux modifications apportées par les autres joueurs, bien vous
vous pouvez récupérer le cube que vous venez de poser. Donc par exemple j'étais comme ça, ben, hop, je choisis de le récupérer, et à la place je tourne mon cadran. Voilà, ça c'est aussi une possibilité parce que vous verrez que les autres joueurs vont éventuellement agir sur les terrains et tout ce qu'ils contiennent, et que peut-être que vous aussi vous comptiez faire de même, mais que selon ce que les autres ont fait, ça sera plus très intéressant. L'autre possibilité que vous avez, c'est d'utiliser votre cadran. En effet, quand un élément pioché ne correspond à aucun des éléments sur vos cartes, ce qui est le cas ici, ou même si l'élément pioché correspond et que vous ne voulez pas poser de cube sur vos cartes, vous pouvez à ce moment-là, à la place, je vous l'avais déjà dit, tourner votre cadran de 90 degrés en sens horaire. Après 2 rotations, si je retourne une deuxième fois, j'ai quelque chose d'inscrit ici qui est intéressant. Pour moi, je pourrais obtenir une nouvelle carte à ajouter à ma main, puis réinitialiser mon cadran. Ça veut dire que si je choisis de profiter de cet effet et d'obtenir une nouvelle carte, mon cadran va revenir en position de départ. Pour obtenir une nouvelle carte, j'ai 2 choix possibles. Je peux prendre 2 cartes des paquets face cachés qui sont là. 2 cartes, ça veut dire 2 avec un dos comme ça, ou 2 avec un dos comme ça, ou une de chaque. Allez, par exemple, je prends une de chaque. Quelle que soit ma décision, je prends 2 cartes, je les regarde, j'en choisis une des 2 pour la rajouter à ma main, la voilà, et l'autre, je vais la rendre disponible, c'est-à-dire que je vais la mettre face visible devant les 2 paquets de cartes, ce qui fait qu'au plus les joueurs vont avoir la possibilité d'aller piocher des cartes, au plus il va y avoir des cartes qui seront également disponibles, et donc vous l'avez compris, la deuxième possibilité quand vous obtenez une carte, c'est de ne pas aller piocher dans les paquets, mais de prendre parmi toutes celles qui sont disponibles, celles qui vous intéressent. Après 3 rotations, 1, 2, vous ne faites pas l'effet que je viens de vous expliquer, vous choisissez de ne pas le faire. La fois d'après, vous pourrez donc faire une 3e rotation, vous arriverez là. Après la 3e rotation, vous pouvez obtenir un cube à ajouter à votre réserve. Donc, voici un cube, je le prends, je le rajoute à ma réserve, ça c'est une possibilité. Ou, si vous ne voulez pas de cube, vous pouvez jouer une de vos cartes en main, en la posant devant vous, face visible par exemple, celle que je viens d'obtenir, vous la posez toujours dans le sens de lecture avec le nombre de feuilles maximum en haut de la carte. Une fois que vous avez fait ça, là aussi, vous devez réinitialiser votre cadran en position de départ. Vous ne pouvez effectuer cet effet, je vous le rappelle, que si vous n'aviez pas déjà réinitialisé votre cadran après le gain d'une carte lors de la position rotation 2. Donc ça donne 1, 2, je fais ou je fais pas. Si je fais, je reviens en position de départ. Si je fais pas, la prochaine fois, 3, je fais, puis je reviens en position de départ pour l'utilisation du cadran à la place de poser un cube quelque part. Je vais maintenant vous parler un peu plus des effets des cartes. Je vous rappelle déjà qu'ils doivent toujours être résolus de haut en bas et dans l'ordre. Sur cette carte par exemple, je fais d'abord ça, puis ça, et pas dans un autre ordre. Une des choses qui peut vous arriver de gagner avec un effet de carte, c'est de gagner un élément. C'est comme s'il avait été pioché du sac, c'est comme s'il arrivait comme ça. Donc vous pouvez le poser sur une carte avec l'élément correspondant, sauf la carte en question qui est en cours de résolution, même si elle a le même élément. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez gagner. Si j'ai quelque chose qui me fait gagner un élément, si je finissais celle-là, je peux gagner un élément déchaîné, donc c'est un joker, et à ce moment-là, je peux me placer absolument où je veux et choisir de placer un élément ici, par exemple. Donc ça vous fait passer des éléments supplémentaires en plus de ceux qui sont tirés du sac, ou alors, quand vous gagnez un élément, vous pouvez, comme pour les éléments qui sont piochés dans le sac, choisir de ne pas les poser sur une carte et de pivoter votre cadran, bien entendu. Toute carte doit être résolue intégralement avant de résoudre la suivante. Je ne peux pas faire ça, gagner de l'herbe, la mettre là, résoudre ça, puis revenir là. Je dois faire tout ce qu'il y a sur cette carte, dans l'ordre en plus, et puis après je peux passer à la suivante si avec cette carte-là, ça m'a permis d'alimenter une suivante qui elle-même est terminée. Donc tout ça doit être résolu dans l'ordre. Il n'y a que les effets du cadran qui sont résolus immédiatement. Si je gagne un élément, je peux tout de suite tourner mon cadran et après continuer à faire ce que j'ai à faire, et du coup le cadran, s'il arrive sur une face où je gagne quelque chose, je le gagne immédiatement pendant la résolution de la carte. Donc le cadran, c'est de la résolution immédiate, les cartes, c'est on les résout intégralement avant d'en résoudre
une autre. L'autre chose que je peux gagner, j'en gagne par exemple ici, c'est des cubes. Bon, c'est de manière classique, c'est exactement comme l'effet du cadran. Vous gagnez un cube, vous allez le prendre dans la réserve, vous le rajoutez à vos cubes disponibles tout simplement. La troisième chose que vous pouvez gagner, c'est bien entendu des points de victoire. Les points de victoire, c'est ce symbole-là. Voilà, que vous le sachiez. Et ça veut dire tout simplement que vous allez vous retrouver à mettre vos points de victoire sur la piste de score en avançant votre marqueur dessus. C'est aussi simple que ça. Et si à ce moment-là, vous atteignez ou dépassez les 80 points, vous devez l'annoncer à haute voix. Les choses peuvent donc s'enchaîner. Si je suis comme ça et que on pioche une herbe, je vais pouvoir mettre mon herbe ici, faire cela, gagner ici mon algue. L'algue, après, je vais pouvoir la mettre là, et je vais pouvoir faire cette carte-là, et ainsi de suite. Cette carte-là me donnant un joker. Si j'avais été comme ça pour exagérer, le joker, j'aurais pu ensuite le mettre là, réaliser cette carte-là, et ainsi de suite. Donc ça peut s'enchaîner comme ça, si vous calculez bien vos coups, vous avez les bonnes cartes, de manière assez efficace. Vos cartes vont vous permettre également de modeler le terrain que vous avez devant vous, de le créer de toutes pièces, c'est le cas de le dire. Vous allez pouvoir, dans un premier temps, placer comme ça, poser avec la flèche des tuiles terrain. Voilà un exemple. Une tuile terrain, quand vous la posez, elle doit être adjacente à au moins un bord complet d'une autre tuile, comme cela par exemple. Attention, c'est pas parce qu'il y a de l'eau que je dois poser de l'eau à côté, je peux me poser où je veux, donc je peux par exemple vouloir me poser ici, là je suis adjacent à 2, ça marche aussi. Vous allez pouvoir placer également des forêts ou des montagnes, pareil à la pose, forêt ou montagne, des fois ça sera qu'un seul, là c'est pour avoir l'exemple en deux fois. Les forêts, les montagnes, pardon, elles ne vont que sur les tuiles sol, bien entendu, et l'objectif c'est que vous ne pouvez les poser que sur une tuile sol qui n'a pas déjà de montagne. Dans cet exemple, je pourrais poser une montagne là, là, ou là, et pas ailleurs pour le moment. Les arbres, eux, à la base, ils ne se posent que sur les prairies, que sur ce type de terrain, et on peut poser qu'un arbre par prairie. Mais voilà, s'il y a des montagnes, on va pouvoir poser un arbre de plus. Donc s'il y a une montagne sur une prairie, vu qu'on pouvait déjà poser un arbre dessus, on peut en poser deux. Et s'il y a une montagne sur un désert, on ne pouvait pas poser d'arbre au départ, là on pourra en poser un. Voilà les restrictions pour la pose d'arbres. Vous allez pouvoir placer également des pions animaux, pose avec le pion animal concerné, là c'est un gorille, et là tout simplement sur chaque animal, l'animal en lui-même va vous dire où il va, donc le gorille doit aller sur une montagne, sinon vous ne pouvez pas le poser, l'éléphant lui sur n'importe quelle tuile sol entre les deux, là on a de l'hippopotame qui peut aller dans l'eau ou sur la prairie, on a du poisson, ça ne peut aller que dans l'eau par exemple, donc vous devez impérativement poser l'animal en question au bon endroit avec une règle simple, tant que vous pouvez poser cet animal sur un terrain sans autre animal, il faut le faire, et si vraiment vous êtes obligé, parce que tous les terrains correspondants sont déjà occupés par un autre animal, à ce moment-là, vous avez le droit de le poser et d'avoir plusieurs animaux sur un même terrain. Si lors du placement d'un animal ou de montagne ou de forêt, il n'y en a plus en réserve, vous pouvez déplacer l'élément en question qui serait déjà posé. Certaines cartes vous permettront également de déplacer un animal. L'effet de la carte précisera quel animal se déplace et de combien de cases. Les déplacements peuvent se faire même si la tuile contient d'autres animaux. Là, il n'y a pas de restriction de ce côté-là. Et même si le terrain ne correspond pas. Par exemple, si je peux prendre mon gorille, si on m'autorise à le déplacer d'une case et le mettre ici, même si c'est pas de la montagne, il ira, il n'y a aucun problème pour mon gorille. Il se déplacera avec grand plaisir. La seule restriction concerne l'eau. Un animal de type eau n'en sort pas, donc je ne peux pas sortir un poisson et aller le mettre dans le désert, le pauvre, et un animal de type sol ne va pas dans l'eau, donc mon éléphant ne se jettera pas dans la mer ici, c'est pas possible. La seule exception, c'est l'hippopotame, vous l'avez vu tout à l'heure, puisqu'il a à la fois la prairie et l'eau sur lui, donc lui il pourra se déplacer sur les deux types de terrain sans problème.
Il existe des cartes avec le bandeau vert, c'est celle que vous avez vue jusqu'alors, et il existe des cartes comme cela avec un bandeau rouge, on appelle cela des cartes répercussions. Quand elles permettent de détruire ou de modifier le paysage au lieu de le compléter, au lieu d'en rajouter. Donc ça va changer les choses. Quand vous faites écho, c'est-à-dire que vous complétez complètement une carte de ce type, vous devez le préciser. Si vous retirez une tuile du paysage, tous les pions qui sont dessus s'en vont avec. Donc si je retire aussi la montagne, la forêt, je retire tout. S'il y avait eu des animaux, c'est pareil, tout s'en va. Donc vraiment, quand on enlève complètement. Si je change une tuile sol en eau, toutes les montagnes, les forêts et tous les animaux de type sol sont retirés. Donc là, ça serait le cas si je change cette tuile, je perds carrément, si je la transforme en eau, je perds tout ce qu'il y a dessus, puisqu'il n'y a aucun animal qui peut aller dans l'eau, il n'y a pas d'hippopotame, la forêt s'en va, il y aurait eu une montagne, elle serait partie avec, bien entendu. Et si je change une tuile eau en sol, seuls les animaux qui peuvent y rester resteront, sinon ils seront retirés. Donc si je change cette tuile-là en sol, l'hippopotame s'adaptera. Si je change cette tuile-là en sol, le poisson, lui, s'en ira dans tous les cas. Voilà pour les cartes répercussions qui donc peuvent changer grandement les choses au niveau des terrains et des animaux et montagnes et forêts d'ailleurs. Il y a également des mots-clés importants sur les cartes. Le premier mot-clé important, c'est adjacent. Adjacent dans Echo, ça veut dire sur la même tuile ou à une tuile de distance au maximum. On n'est par contre jamais adjacent à soi-même. Donc cette tuile est adjacente à ces deux-là. Cette forêt est adjacente à toutes les tuiles qui sont autour, mais elle est également adjacente à ces deux animaux. Voilà par exemple comment ça peut fonctionner. L'autre terme important, c'est la troupe. La troupe, c'est un groupe contigu de pions animaux d'un même type qui sont adjacents justement. Là, j'ai une troupe d'éléphants, là, j'ai une troupe de poissons, et un seul pion, c'est aussi une troupe. Là, j'ai une troupe de gorilles ou j'ai une troupe d'hippopotames. Si je rajoute un éléphant sur la même tuile, j'aurai une troupe de 1, 2, 3 éléphants, puisque je vous l'ai dit, sur la même tuile, c'est adjacent également. Voilà, donc quand on vous dit cette troupe, ça veut dire là où vous venez de placer votre pion. Si je viens de placer cet éléphant, cette troupe, c'est cela. Si je viens de placer cet éléphant ici, cette troupe, ça sera uniquement là, la troupe de 1 que j'ai créée de ce côté. Donc ça, c'est très important aussi comme notion. La troisième notion, c'est l'habitat. Et ça, c'est un groupe contigu de montagnes, de forêts ou de tuiles terrain d'un même type qui sont adjacentes. Donc par exemple en habitat forêt, là j'ai 1, 2, 3, 4 puisque tout est adjacent. En habitat montagne, ils sont séparés, donc j'ai 2 habitats de montagne. Et concernant les habitats océaniques ou de l'eau, j'en ai 1, 2, pour le désert j'en ai 2 également, et les habitats en plaine, j'en ai qu'un ici. Et de la même manière, si on vous dit 7 habitats, c'est là où vous venez de placer un pion ou la tuile. Là je place mon éléphant, on parle de son habitat, ça va être automatiquement ces 3 tuiles là, même s'il y avait eu un éléphant ici et que moi j'en pose un autre, l'habitat, ça n'aura pas été la troupe. La troupe d'éléphant, elle est là, et l'habitat de l'éléphant là où j'ai posé, il est là par exemple. Donc voilà, ça c'est important. L'habitat où vous venez de placer le pion ou la tuile, généralement ça va être précisé que si c'est l'habitat terrain ou si c'est l'habitat forêt ou si c'est l'habitat montagne, bien entendu, ça vous sera précisé. Et enfin il y a le territoire, et le territoire c'est un groupe contigu de tuiles terrain d'un même type adjacentes. Généralement ça va être à la pose, on va vous dire... Hop, je vais poser ici par exemple ma plaine. On va vous dire ce territoire, ça veut dire le territoire où vous venez de placer le pion ou la tuile. Donc là, c'est lui. Si j'avais placé de l'autre côté, ça aurait été ces 4-là, par exemple. Dans tous les cas, à chaque fois pour cette troupe, cet habitat, ce territoire, un seul pion ou une seule tuile peut être une troupe, un habitat ou un territoire. Comme je viens de vous le faire voir là j'ai un territoire de 1. Et là, j'ai un autre territoire du même type de 3 par exemple. Voilà pour les mots-clés dans le jeu, entre l'adjacence, la troupe, l'habitat et les territoires. Rassurez-vous, c'est assez explicite sur les cartes. Vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Dans tous les cas, ça concerne la chose que vous venez de réaliser. Et ça, c'est important de le préciser. Donc, la tuile que vous venez de placer, le pion que vous venez de placer, l'animal que vous venez de placer. Et là, on va vous parler de sa troupe, de son habitat ou des territoires par rapport à ce que vous venez de faire. Par exemple, j'ai celle-ci qui me dit de placer
un gorille. Je vais donc récupérer un gorille si j'arrive parmi mes animaux. Je vais le placer où je veux. Ben, un gorille, ça doit se placer sur une montagne, donc ça va être là ou ça va être là. Je le place ici. Je gagne 5 points. Ensuite, on me dit gagner 2 points pour chaque arbre dans cet habitat de montagne. Ben, l'habitat de montagne, il est tout seul puisque l'autre est un habitat différent vu que c'est pas contigu adjacent. Donc, automatiquement, je compte 1, 2 arbres dans cet habitat et je vais gagner mes 4 points. Et ainsi de suite. Voilà par exemple comment on résout une carte. Donc tout est vraiment marqué sur la carte, il n'y a pas de stress quand même à avoir, il y a juste à comprendre un petit peu le principe comme ça d'adjacence et la dénomination des différents mots-clés. Concernant la fin de partie, je vous l'avais déjà un peu expliqué, quand un élément déchaîné est pioché, on fait tous les effets des cartes de tout le monde, et puis à ce moment-là, si au moins un joueur totalise 80 points ou plus, et là c'est le cas de 2 joueurs par exemple dans mon exemple, la partie prend fin et c'est bien entendu le joueur avec le plus de points qui l'emporte. En cas d'égalité, si par exemple on est 2 comme ça pile poil à 84 à ce moment-là, en cas d'égalité on rejoue un coup supplémentaire, donc on remet tous les éléments dans le sac, on change de messager comme si de rien n'était, le messager tire un élément, on résout absolument le tour comme d'habitude, et là on regarde si entre temps il y en a quelqu'un qui a gagné plus de points que l'autre. À ce moment-là, la partie s'arrête immédiatement. Si ce n'est pas le cas et si l'égalité persiste, on va continuer de tirer des éléments et de résoudre des tours complets jusqu'à ce que un joueur ait pris la tête seul et qu'il l'emporte. Mais dans ce cas-là, quelqu'un peut faire un gros score le coup d'après et dépasser, alors ce qui n'était pas avant devant, ceux qui étaient à égalité. À ce moment-là, c'est lui qui gagnera la partie. Donc, c'est pas forcément ceux qui étaient à égalité au départ qui vont gagner la partie quand on va rejouer. Et dans tous les cas, la partie va s'arrêter comme cela. On part d'un système de loto déjà vu dans plusieurs jeux, mais il est transposé d'une manière très originale dans une création de terrain et une pose d'éléments commune à tous les joueurs et où tous les joueurs peuvent agir et interagir. C'est cette interaction et son thème qui donne à Echo Continent Originel toute sa saveur, soyons clairs. Il a une jolie courbe d'apprentissage, de la stratégie, de l'interaction et tout ça jusqu'à 6 joueurs dans un temps de jeu très raisonnable. La rejouabilité est donc au rendez-vous et en plus une extension est déjà prévue pour cette année en VO et nul doute qu'elle arrivera également très vite en VF. Voilà, c'est du très bon. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut et vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.